Qu'est-ce qui a été déclencheur? Tout premier, c'est Nikita. Mais à l'époque, je voulais être réalisateur, je voulais pas être coach. Je savais même pas ce que c'était coach. Tu vois, quand ils ont 20 ans, le plus important, c'est d'accepter quelque part d'être une locomotive. Tu regardes Blade Runner, le premier Blade Runner, tu te dis, bah maintenant il y en a plein. C'est des sous-Blade Runner. Et là, il s'est lancé. Ça a été, oh puis je regrette de pas avoir une caméra ce genre-là. J'ai compris et elle me dit, on va faire quoi? Je dis, bah on va travailler tous les trois. Elle me dit, avec qui? Bah avec Piaf. Esma, ouais. elle est contente que t'en parles. Bienvenue sur Point Break, l'émission où on donne la parole aux Ligériens inspirants. Je suis très heureux de t'accueillir. Comment ça va, Pascal? Plutôt bien. Ouais. Ouais, dès qu'on m'invite, je suis content. Tu vas nous partager ton parcours, tes envies, tes échecs, tes projets futurs. Tu es coach d'acteurs. Tu as préparé entre autres Anne Pario pour Nikita, Juliette Binoche et Benoît Magimel pour Les Enfants du siècle, Marion Cotillard pour La Môme, Jérémy Régnier pour le film Clo-Clo, Marina Foïs, Tahar Rahim pour Monsieur Aznavour, et puis Thomas Sisley aussi dans Largo Winch. En quoi ça consiste ton métier? La vision la plus répandue, la plus générale, c'est préparer une comédienne, un comédien pour un tournage. Alors il y en a, ils vont sur le tournage, ils vont donner un coup de main, on va dire sur la direction d'acteur. Perso, c'est pas du tout mon approche. Et moi, je ne fous pas les pieds sur le plateau. Ça m'est arrivé de le faire une fois sur un film qui s'appelait Loulou Graffiti, où le petit Loulou, il avait 12 ans. Le réalisateur, c'est son premier long métrage. Est-ce que tu veux bien venir? Donc là, j'ai dit OK. Et la deuxième fois, c'était sur Farinelli, parce que les comédiens étaient italiens et qui devaient parler en français. Peut-être le deuxième film de Corbio, Gérard. Et mon boulot à moi, c'est de préparer le comédien à tout ce qui pourrait se passer pendant le tournage. Mon travail n'est pas d'avoir une idée sur le scénario, ça n'est pas d'aider le comédien à prendre son texte, c'est d'écouter ce que va vouloir le réalisateur qui te dit, voilà, mon personnage, tu vois, c'est quelqu'un de très colérique. C'est un exemple que je prends, hein, voilà, il est souvent en colère, il est très sanguin, très impulsif comme ça. Et j'ai choisi une comédienne qui est plutôt un petit peu molle, est-ce que tu pourrais l'aider? D'accord. Donc moi, je vais prendre la comédienne en privé, toujours en ayant à l'esprit, non pas ce qu'elle voudrait, mais ce que veut le réal, et au cas où elle l'oublierait, je lui dirais, t'oublies pas que le réal, il veut quelque chose de précis, qu'il va te demander au moment du tournage. Ah oui, excuse-moi, oui, pardon. Et là, je vais l'aider à développer toute forme de colère, de la colère la plus froide jusqu'à la colère la plus explosive. Et donc, d'un seul coup, elle va accepter d'être en colère. Peut-être qu'elle a des difficultés avec des colères pour des raisons perso qu'on ignore. Je vais donc l'aider à comprendre que sa colère, c'est pas un problème, c'est pas un obstacle. Un outil. C'est un outil, ça devient un outil de travail. Et à ce moment-là, parce qu'elle accepte sa propre colère, elle est capable de l'utiliser pour la modeler et pour lui donner la forme qui est celle du personnage et non pas la forme personnelle en tant qu'individu. Et c'est de faire cette séparation et de bien connaître les ponts qui permettent d'aller de sa vie privée à la vie du personnage, mais il ne faut pas les mélanger. C'est pas vrai, un réalisateur, il y a des malades mentaux, mais sinon un réalisateur, c'est pas quelqu'un qui va te demander de te servir de ton histoire personnelle. Je veux dire, bon, pour jouer Hamlet, personne n'est né au Danemark en 1500 et des brouettes. Le boulot, c'est d'être costaud et de jouer Hamlet et de jouer Shakespeare, pas de raconter sa vie personnelle, quoi. Pas besoin d'aller sur le plateau, ils sont déjà, en fait, ils sont prêts. Ils sont prêts, tu les as coachés, c'est le Ouvert, but. à 160 degrés. Ouais. Okay. 360, c'est inutile parce que personne ne regarde derrière. Donc voilà, en gros, on a le réalisateur ou la réalisatrice qui t'a dit, je vais de là jusque là, je sais pas encore, on verra. Ok. Et on bosse. On va revenir là-dessus. Ouais. Je voulais savoir, t'es né où? Moi, je suis né à Paris, j'ai des origines... c'est drôle, je pensais à ça il y a pas si longtemps. J'ai fait travailler là des jeunes comédiennes et comédiens portugais, et on parlait de ça, de la place du comédien actuellement dans le monde. Enfin bon, d'où on vient, qu'est-ce qu'on représente. De plus en plus, on voit sur les castings, ça me fait rire, la dénomination. Avant, on disait blanc, ou noir, ou jaune, ou beurre, ou voilà. Maintenant, on met caucasien, ce qui est à mourir de rire. Si tu vas dans le Caucase, tu vois la tranche des gens, c'est pas vrai, ils sont pas blancs de peau, c'est pas des cachets d'aspirine, c'est le Caucase, quoi, faut pas déconner. Et donc sinon, ils disent issus de la diversité. Ouais. Je comprends le principe et je comprends le problème. Donc faut être capable d'arriver d'à peu près partout dans le monde. Même si,
Oui, il y a des rôles, on dit voilà, il est asiatique, il a des origines asiatiques, parce que c'est un film qui traite du racisme, du machin. Bon, bah oui, ça va être l'histoire de ce médecin qui est allé un peu partout dans le monde, et d'un seul coup, il arrive en France, et on dit ouais, mais enfin bon, il est asiatique. Et alors, c'est un médecin, quoi. Bon, je comprendrai le sujet du film, donc à ce moment-là, oui, on aura besoin d'un comédien aux traits faciès, plutôt asiatique. Pour le reste... On voit la carrière d'un Denzel Washington, il a abordé des rôles d'avocat, de machin. On se fout de savoir si sa peau est brune. C'est un super acteur. Mais ouais, Point. barre. En revanche, prenez Rambo ou Rocky, par exemple, ces deux films avec Stallone, c'est pas vrai. On ne met pas Schwarzenegger à sa place. Schwarzenegger n'a jamais joué des gens qui sont d'abord des victimes et qui vont se relever petit à petit à la force du poignet. Non. Et pourtant, ce sont deux comédiens très costauds. C'est la même génération, c'est la même époque, les années Cobra, 90. le film Cobra, avec Stallone qui se déguise en femme à la fin. On ne met pas Schwarzenegger dedans, on va tous pleurer de rire, quoi. Ce sera pas crédible. Non, ça va pas le faire. Je reviens quand même à la question, mes origines. J'ai des origines très méditerranéennes, j'ai des grands-parents d'origine grecque. Et du côté celte, par contre, ça remonte jusqu'au Sami, jusqu'au nord de la Norvège. En fait, j'ai des origines très mongoles, mais ça arrive aussi de l'autre côté. Les Berbères sont montés jusqu'à Poitiers, les Huns sont allés jusqu'à Brest. Donc les mélanges... J'ai appris dernièrement que de 1939 jusqu'à 1945, on a eu en France 350 000 enfants nés de femmes et d'hommes allemands et français. Donc 350 000 gamins. Et alors, ils sont moins français que les autres, ils sont moins humains que les autres. Bref, j'étais petit, on m'appelait Bruce Lee parce que j'avais les yeux très bridés. Et là, aujourd'hui, tu es sur Taron, Saint-Michel-Chef-Chef, sur la côte. C'est parce que j'ai une maman qui est dans un état un petit peu physiquement qui se dégrade, et donc on s'est dit non, je me voyais pas la mettre dans un EHPAD avec mes frangins, frangines. J'ai dit moi je passe mon temps de temps en temps en stage à Paris. Le reste du temps, j'écris des scénars, je fais du montage sur mon ordinateur. Puis t'es bien, hein. Saint-Michel Chef-Chef. Alors là, ça plaît par tous. Hein. Chef-Chef, les gens disent Pascal, t'as répété le mot chef. Oui, Non. oui, c'est pas une erreur. Puis j'ai vécu quelques années en Norvège aussi. J'ai un pitchounet qui habite là-bas avec sa maman, qui est un petit bonhomme marron que j'adore. Et puis j'ai fait un peu l'Afrique aussi. J'ai fait parce que le coaching a un avantage, c'est que dès que tu abordes l'international, que ce soit New York, Kinshasa ou Jakarta aussi, voilà. J'ai adoré. J'ai eu la chance de pouvoir voyager, d'aller voir d'autres cultures, d'aller voir et de me rendre compte que en gros les émotions humaines sont les mêmes à peu près partout. Après, c'est les mêmes et ils les expriment peut-être pas de la même manière. Mais le rire, c'est le rire. Hein. Les larmes, c'est les larmes. C'est-à-dire que souvent, on confond l'émotion avec la source émotionnelle. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai essayé d'apprendre et que je continue d'apprendre et d'apporter aux comédiens, c'est l'idée que rire n'a aucune valeur morale. Pleurer n'a aucune valeur morale ou éthique. Je crois que c'est le film de Rochant où Nana rentre chez un mec. Ma mère est en train de mourir, il faut que j'appelle l'hôpital. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mon téléphone m'a dit bah oui, allez, prenez le téléphone. Elle arrive et tout en pleurant et en faisant semblant d'appeler, elle dévisse l'ancien combiné de téléphone, elle met le micro dedans et elle referme. On est dans un film d'espionnage. Les larmes de cette nana sont très crédibles pour qui, dans le film, est en train de les écouter. Nous, en tant que public, on a très bien compris c'est une espionne et qu'elle n'est pas du tout émue. Un comédien doit maîtriser les émotions sans nécessairement les rattacher à une source émotionnelle, qui en plus souvent est personnelle. Tu parcours un peu le monde. Là, tu étais au Portugal récemment, en Norvège. J'ai fait la Norvège. Souvent, c'est des stages qui s'organisent. Ouais, ok. À Oslo, il y a le centre professionnel des acteurs qui organise des stages régulièrement. Alors, ils te choisissent, toi, au Portugal ou à Jakarta, toi, parce que c'est ton CV qui fait ça. Qu'est-ce qui a été déclencheur? C'est la môme, c'est Nikita. Le tout premier, c'est Nikita. Ouais, c'est Nikita. Mais à l'époque, je voulais être réalisateur, je voulais pas être coach. Je savais même pas ce que c'était coach. Je connaissais même pas le mot. Et en 86, je dois faire un premier long métrage qui va pas se faire. Mais pendant le casting, je cherchais mon premier rôle masculin, 15 ans, 16 ans, à l'époque, dont je cherchais un comédien de 18-19. Je cherchais quelqu'un qui soit lumineux. Et j'avais trouvé une des séquences dans mon film où le matin de bonne heure, le marquis lui a dit « Allez, je t'emmène, on va faire une balade à cheval ». J'ai dû voir près de 200 comédiens. Et il y en a une dizaine, dont un qui était incroyable, c'est Laurent Lucas. Ok.
Donc il n'était pas connu, il était encore tout jeune à l'époque. Mais j'en ai vu une tripotée. Tu imagines, tu sors sur le parvis du château, tu cherches le marquis qui est pas là, tu tournes la tête dans une direction, tu te retournes et là, t'es waouh, t'es super heureux. Et je dis rien. Tu dis rien, t'es heureux, je te dis, c'est tout. Et je me mets en position comme ça, là, devant eux, comme ça. Ah, ok, d'accord. Et là, j'ai eu une multitude de têtes pas possibles, de gens mal à l'aise à qui on n'avait jamais appris à juste assumer une émotion devant une caméra, la vivre. Après, tu la pioches, où est-ce que tu vas chercher? J'ai envie de dire, sur l'instant, je m'en foutais un peu, parce que j'étais pas coach, c'était pas mon rôle d'enseigner. Mais en tant que réal, je disais, vas-y, moi je veux voir quelqu'un d'heureux, quoi, d'ébloui, trouve ce que tu veux, quoi. Oh, mais un massacre, tu peux même pas imaginer. Donc au théâtre, je vois l'idée, mais dès qu'il va aborder la télé ou le cinéma, ça va être un drame pour le réal, quoi. Je peux pas avoir un moment où les deux personnages se regardent, où on se dit, oh là, ça va monter d'un cran juste parce qu'ils se regardent. Je peux pas faire ça. Laurent Lucas m'appelle un matin et me dit, bon, Pascal, voilà, on a discuté avec les copains qu'on fait le casting avec toi. Est-ce que tu veux bien nous donner les cours? Je dis, mais je suis pas prof. Ouais, mais bon, comment tu nous as fait travailler? On pense que c'est vraiment important qu'on le fasse. Et donc, ils m'ont dit, c'est du coaching. Ça s'appelle coach. Ok, donc je suis coach maintenant. Et je leur ai dit, allez à Clermont-Ferrand, Festival de Clermont-Ferrand. Allez regarder. Vous y allez à 2 ou 3. Allez regarder des films. Et dès que vous voyez un mec, un réal, qui vous dites, merde, le mec, il est waouh, il y a quelque chose là. Vous allez le voir et dit, voilà, on travaille dans un studio qui fait travailler des comédiens dans une idée de comédien professionnel. Et notre coach, Pascal, nous dit qu'il faut absolument qu'on fasse venir avec nous des réals, qu'ils apprennent à diriger les comédiens et que nous, on apprenne à être dirigés, qu'on bosse ensemble, quoi. Et très vite, on a reçu 2-3 personnes, dont un type, Bruno François Boucher, qui avait fait le making-of du Grand Bleu de Besson, donc qui débarque, qui bosse, et puis dans une conversation avec Besson, t'en es où? Je sais, je bosse dans un studio, quoi, dit Luc, qui était en train de préparer Nikita, et qui lui a dit, moi j'ai envie de le rencontrer. Et donc j'ai rencontré Luc, qui m'a dit, voilà, je prépare un film, c'est quoi? Le rôle, je fais pas lire le scénario, ok, je comprends. Et voilà, le rôle, elle doit être capable de faire ça, et de faire ça, et de faire ça, et d'aller là, et de tuer machin, et de... Ok, d'accord, ok. Et c'est qui? C'est Anne Parillo, ok. Elle me dit, donc on démarre quand? Mais je me souviens, je dis à Luc, non, il faut d'abord qu'elle vienne au studio. Ok. Et pour ça, il faut que les comédiens l'acceptent. Ah, tu l'as fait venir? Elle est venue, elle est restée discrète pendant presque 3/4 d'heure, dans le fond. Puis à un moment, j'ai dit, bon, il me manque une nana pour faire une frangine. On a entendu, moi je veux bien. Elle avait retiré, elle avait gardé qu'une grande chemise avec son collant, cheveux défaits comme ça, elle s'est mise à bosser. Waouh, choc. C'est-à-dire qu'elle a compris tout de suite où on allait. Elle a dit, allez, je fonce. Elle était dedans. Tout le monde a dit, voilà. À la fin de la séance, tout le monde est venu. À lundi, hein. Ouais, elle était contente. Donc là, on a appelé Luc, on a dit, ok, ça démarre. Donc mélange de travail en groupe et puis de coaching privé. 8 mois. Entraînement, elle a suivi plein de choses. Entraînement militaire, elle reprend des cours de théâtre. Ça, c'est avec moi. Mais Luc, il s'était arrangé aussi pour la faire bosser aussi avec un autre bonhomme, dont j'ai oublié le nom, qui voulait qu'elle travaille avec plusieurs personnes différentes pour rester ouverte à 360 degrés. Ok, je comprenais très bien l'idée. Il était venu voir le travail un moment. Il dit, je peux venir voir? Je dis, ouais, à une condition. Il faut que tu bosses aussi. Il n'y a pas de visiteurs. Okay. Il n'y a que des gens qui viennent travailler avec nous. C'était Thierry Cliffat, tu vois, le réalisateur. Ouais. Avant, il était journaliste à Studio Magazine. Et il m'avait appelé juste après le César de Anne, en me disant, Pascal, elle t'a remercié là, au César, elle a eu le prix. Elle dit, je remercie mon professeur de théâtre, machin. Merci vraiment à Luc. Et merci à mon professeur avec qui je travaille, Pascal Emmanuel Luneau. Merci beaucoup. On peut voir ce que tu fais comme travail? Je dis, oui, vous pouvez venir. Il n'y a qu'un truc, c'est qu'il n'y a pas de voyeurs chez moi. Si on vient, on participe. Sinon, les comédiens, ils vont se sentir observés, donc ils vont pas travailler comme il faut. C'est pas une bonne idée, quoi. Ah, ok, d'accord. Bon, ok, je veux bien.
Et il a fait le travail avec les comédiens. C'est-à-dire qu'il y a une forme de travail qu'on appelle les diagonales, tu travailles en diagonale dans la pièce. Et en fonction des émotions que je demande, tu fais tout le parcours, comme un travelling, avec moi qui te suis du regard, voilà. Et après, tu fais le tour de la boucle et ça tourne comme ça pendant 2 heures. Donc tu travailles le rire, les larmes, la mauvaise foi, l'hypocrisie, la surprise. Enfin, il y a plein d'émotions qu'on tourne comme ça, comme un entraînement, comme une gamme, comme une barre, tu vois, pour les danseurs. Et donc après, quand il a fait son article dans Studio Magazine, il savait de quoi il parlait quand même. Ouais, bien sûr. D'un seul coup, c'était beaucoup plus. Et donc j'avais dit à Luc la même chose. J'ai dit, Luc, tu es obligé de participer. Ah bon? Bah ouais. Donc il est venu et il a participé. Et après, il a répondu aux questions des comédiens. Il était sur la chaise avec tout le monde qui lui posait plein de questions. Certaines questions un petit peu embarrassantes, mais il a joué le jeu, il a accepté. Ouais, tu les impliques, en fait. Ah, c'est une obligation. Les castings, d'autres réals sont venus pareil, ils ont participé. Mais j'étais content d'ailleurs, parce que d'un seul coup, ils étaient avec, quoi. On a cette idée du coach, est-ce que c'est le grand frère, est-ce que c'est le père? On a l'impression que le coach, c'est un mot un peu dur, mais ouais. En fait, coach, ça veut dire guide, hein. C'est une précaution que je prends quand je fais des stages ou que je fais bosser les gens. Je leur dis, je ne vais rien t'apprendre. Tu vas apprendre à mon contact. Parce que apprendre, c'est apprendre, enfin, tu vois, c'est prendre à. Donc c'est toi qui prends à la personne qui est devant toi. Si la personne te sert de la merde, t'es pas obligé d'apprendre, hein. T'as peur, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand t'as peur? C'est un peu inhibant. Je dis oui, parce que tu penses sérieusement que le personnage, il n'est pas inhibé, lui. J'ai pas besoin de quelqu'un qui a pas peur, j'ai besoin de quelqu'un qui sait utiliser sa peur pour que le personnage existe quand les gens regardent le film. Donc c'est pas gênant. Il faut juste lui apprendre à arrêter de juger un certain nombre de traits de caractère comme si c'était des défauts. C'est pas des défauts, c'est à défaut de. C'est parce que on manque de renseignements qu'on devient curieux. Moi, ma fille, merci Maminette, elle avait dit à sa maîtresse, elle avait 3 ans, il y avait une armoire au fond de la classe, la maîtresse m'avait dit, Marie, elle est allée ouvrir l'armoire, c'est personnel. Je dis, mais elle était fermée à clé. Ben non. Et alors, je lui ai dit que c'était une demoiselle un peu curieuse. Et elle m'a répondu, ouais, mais si je n'étais pas curieuse, j'aurais pas appris plein de trucs. Je dis, elle a pas tort, hein. Ça va être compliqué de lui donner tort. 3 ans. Mais oui, maintenant elle est comédienne, elle chante, tout ça, elle fait sa vie. Enfin, t'es réel, t'écris, on sait de combat. On parle des défauts humains. Si un personnage qui n'a pas de défaut, on s'en fout. C'est un personnage lisse. Et voilà. Donc il se passera rien. Non, donc moi je paye pas 12 € pour aller voir un film, c'est l'histoire d'un mec, tout va bien, quoi. Je m'en contrefous. Mais les comédiens, ils ont fait que du théâtre, ils n'avaient pas le sens du cinoche, c'était pas à leur rayon. Gérard de Sarthe, il a fait très très peu de films. Putain, au théâtre, t'en prenais plein la gueule, quoi. Ouf. Son fils est devenu réel. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Delon, au théâtre, si tu veux, il n'a pas fait une carrière exemplaire. Au cinéma, oui, il avait la tête pour ça, il avait le style pour ça. Bon. Et en France, on pense que c'est le théâtre qui amène la puissance, et c'est pas vrai. Moi, j'ai vu, je me souviendrai toujours, un reportage sur le premier film sur les dinosaures de Spielberg. Jurassic Park. Jurassic Park. Le mec dans la voiture qui se fait bouffer là par un monstre. Et donc on est là, caméra dit attention, tout le monde est prêt, action. Et le mec fait ok, cut, ça coûte cher la péloche. Donc vous êtes gentil, le plan il dure 4 secondes. Et le comédien il se livre à ce jeu-là de crier pendant 4 secondes. Pas de jouer, j'entre dans la voiture et je vois le monstre et on comprend que j'ai peur et donc je crie et après je meurs. Non. C'est pas toi qui raconte le film. Le scénario, il est écrit. Le process du film, il y a forcément le montage. Il faudrait que ces comédiens ils puissent avoir tout le process en vue, et notamment le montage. René Clément m'avait dit il y a très longtemps, d'un dîner, et il m'avait dit, Pascal, le film, il est monté quand il est écrit. C'est-à-dire pour lui, la phase au milieu, c'est de lui que je tiens ça. Il m'a dit, quand tu tournes, tu fais tes courses. Tu as un menu, tu as le repas. Le menu, il y a une recette, donc tu vas faire tes courses en fonction de la recette. Maintenant, tu trouves que les échalotes sont sympas, tu les achètes, tu verras bien. Peut-être tu t'en serviras, peut-être pas. Quand tu arrives dans ta cuisine, tu fais ta bouffe. Bon, la recette, il y a des trucs qu'on améliore, et après tu sers le repas. Et il y a des comédiens qui ont du mal à comprendre ça et disent, oui, dans le scénario, on s'en fout. Vas-y, on tourne, vas-y, propose-moi quelque chose maintenant, quoi. Sur Nikita, il y a eu quand même, il faisait ses prises, et après, il y a eu ce qu'on appelait la gratuite et la super gratuite. Et quoi la gratuite? La super gratuite. Alors en fait,
Luc, il tourne, et après, il y a moteur, Lily, terminé, voilà, on passe au plan suivant. Et Anne lui a dit, t'as ce que tu veux? Ouais. Je peux te proposer un truc maintenant? Ouais, bah vas-y, propose-moi un truc. Ça s'est appelé la gratuite. Okay. Et il y a eu la super gratuite. Ok, elle faisait 2 propositions supplémentaires. Ah, ils étaient tous morts de rire, hein, contents. Différentes. Est-ce que je peux te proposer une idée? Dans le cadre que tu m'as imposé, bien sûr. On va pas d'un coup faire un autre film. Moi, je fais ça souvent dans mes séquences. On est là pour ça. Ça se trouve, c'est la prise qu'on va garder parce que ce que je t'ai demandé en première partie, ça t'a permis petit à petit de te mettre à l'aise. Peut-être que dans cette prise-là, je vais juste garder un moment de regard qui est tellement magnifique que je vais le glisser dans mon montage. Bien sûr. À un moment où ça n'a rien à voir. Et dans Nikita, ils ont gardé la gratuite et la super gratuite. Ah oui. Il y a une scène qui n'a pas été montée. C'est la phase avec Jeanne Moreau quand elle apprend à se comporter, à se maquiller. Et à un moment, en fait, dans le scénario, il était écrit qu'elle apprend à manger. C'est pour ça que Chicky Cario, à un moment, vient la voir et lui dit non, ce soir, on va manger dehors. Oh, elle est vachement surprise. Et elle allait manger avec Jeanne Moreau. Et la scène, Anne m'a raconté, elle dit, il y avait 3 soupières, 3 assiettes, 3 couverts, 3 verres, 3 nappes, 3 machins. Il y avait 3 prises. Donc elle a fait une première prise et Luc lui avait dit, voilà, elle est tellement en colère contre Jeanne Moreau qu'elle fait exprès d'être dégueulasse. À un moment, elle en fout partout, la première scène. Deuxième scène, elle dit, bon, j'en ai foutu partout. Bon, ça... Et Luc lui dit, ok, c'est bon. Elle me dit, bon, attends, il en reste une, allez, on change et on y va, quoi. Il dit, bon, d'accord. Et elle m'a dit, je me suis aperçu que la seule chose que j'avais pas dégueulassée, c'était moi. Et elle a pris la soupière et je l'ai foutue sur la tronche. Luc, il m'a dit, la tête de Jeanne Moreau, je l'ai filmée, je l'ai toujours gardée, parce que c'était juste hallucinant. Moi, j'ai énormément appris en tant que coach en passant au montage. Ah, bien sûr. Tu coupes, tu tailles dedans, tu récupères le moment qui t'intéresse. Parfois, il va sourire à un autre moment, mais tu le récupères. Il y a du rythme, il y a des enchaînements de bras qui passent dans le champ. Enfin, il y a tellement de paramètres. Ouais. Bon, je leur ai dit, hein, là au Portugal, prenez votre iPhone, filmez-vous entre vous, tournez pendant 2 jours, tous les week-ends de l'année. Il y a 52 semaines, vous aurez fait 100 jours de tournage. Tous les comédiens n'ont pas 100 jours de tournage. Hein. Ça, c'est ton côté pianiste. Ça. Ouais. C'est les gammes. Bien sûr. La danse aussi, je fais pas mal de danse. Training, ça s'appelle. Practice, comme ils disent les Anglais. Hein. Ouais, c'est la discipline qui te permet de faire ça. Parce que, tu sais, il y a une différence entre la discipline et la motivation. Oui. La motivation, on en a Elle change, elle évolue. 2-3 mois pour une salle de sport, par exemple, et puis on n'en a plus de motivation. Donc on va plus à la salle. Ouais. Et ça marche pas comme ça. C'est pas avec la motivation que tu pourras aller courir tous les matins Non. à 6 heures du mat. C'est avec la discipline. La discipline, c'est très militaire. Tu t'imposes quelque chose, ça dépend pas de ton envie et de ta motivation, Non. pas du tout. C'est imposé. Se démerder pour écrire des dialogues tous les jours. Ce qu'on appelle un mantra. Ouais. Cette technique du mantra, on s'est aperçu, au début on pensait que c'était juste un truc psychologique, en fait c'est pas du tout ça. C'est à force de dire quelque chose, tes cellules l'entendent. C'est au niveau émotionnel, bien sûr qu'elles l'entendent. Les vibrations. Et les cellules s'habituent à entendre un truc. Ça reçoit, la cellule reçoit, et à un moment elle devient addicte. Elle a besoin de recevoir sa dose tous les jours. En répétant. Les choses, Donc en fait, ça la rentre musique, en toi. oui, la musique c'est pareil, la danse c'est pareil. C'est à force de refaire un mouvement qu'à un moment le corps prend la patine, on sait le faire quoi. Le geste fait partie de toi et ça devient automatique. Quand moi je me suis retrouvé tout seul devant un ordinateur avec mon long métrage là, en 99-2000. C'est sur quoi? Pinnacle, première? On est sur un Avid. Il me dit mais tu l'as déjà fait? Je dis non. Il me dit non mais là quand même tu coupes vraiment bien. Je dis écoute je le fais. Et d'un seul coup je réfléchis, je me dis mais si j'ai fait du montage. Quand je travaillais à Europe 1 dans la pub. Ouais. Et qu'on me disait, Pascal, tu vois là, le morceau de Chopin, on a un pianiste qui nous l'a joué. Alors il dure 1 minute 12 et il faut que ça fasse 30 secondes. Et puis tu coupes pas avec un logiciel là. Et non, là tu coupes avec des ciseaux, des vrais ciseaux, sur un truc qui fait... J'en ai fait pendant 6 ans. On me disait, mais tu sais diriger les comédiens? Je dis, je l'ai appris une fois. Geneviève Page, qui est une comédienne qui avait créé Les Larmes amères de Petra von Kant au théâtre en France. Donc je suis là dans mon petit studio avec mon 32 pistes. J'avais vu Meyerling, hein. Donc si tu veux, et ces films-là, je me souvenais de Geneviève Page. Bonjour jeune homme, bonjour madame, mademoiselle. Aux comédiennes, on dit mademoiselle, quel que soit l'orage, jeune homme. Elle se pose, hop là, ça se met à tourner, la bande magnétique se met à tourner.
Elle fait son enregistrement, voilà, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Elle me dit, OK, c'est bien, avec le micro qui fait, oui, madame, c'est bien, tu vois. Je sais pas, vous avez rien à me dire, 24 ans, tu vois. Vous voulez que je vous dise, bah, je sais pas, il n'y a pas des passages qu'il faudrait peut-être refaire ou... Et là, je prends ma leçon, ma première leçon de mise en scène, et je dis, bah oui, peut-être, enfin, tel passage, 3 heures. Les gens, ils venaient, ils disaient, mais Pascal, vous faites quoi, là? Mais on enregistre, là, vous voyez pas, on retravaille. On bosse. On bosse, quoi. Et en fait, au bout de 3 heures, elle m'a dit, ah, c'était agréable, merci beaucoup, hein. J'ai pris ma leçon, et après, ils m'ont tous donné. J'ai fait Briali, j'ai fait vraiment toute la bande. Des proches. Il a débarqué, bonjour, je signe. Il signe, alors il filme, blam, blam, les portes claquent. Je claque, on enregistre. Alors, Desproges, le dernier livre de Desproges, Vivons heureux en attendant la mort de Pierre Desproges. Non, Vivons heureux en attendant la mort, virgule, de Pierre Desproges. Voilà, c'est bon. Il repart, tu te démerdes avec ça. Enfin bon. Après, tu te retrouves au théâtre ou tu te retrouves au cinéma. C'est toujours des comédiens qui ont lu un truc, qui ont une idée. Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? Comment on en parle, comment on travaille, comment on aboutit, que ce soit pour passer à la radio, que ce soit à la télé, ou que ce soit au théâtre. Au cinéma, c'est les comédiens qui doivent acquérir la confiance du metteur en scène. Pour accepter de temps en temps, allez, on en tourne une en plus, on verra. Au théâtre, la confiance, elle est exclusivement dans les comédiens. Moi, j'ai fait plusieurs mises en scène au théâtre. Si tu n'as pas la confiance des comédiens, ils font ce qu'ils veulent. En répétition, ils sont adorables. Hein. Ils veulent pas la guerre, tout ça, ça sert à rien. Mais alors après, hop, c'est parti. Les représentations les unes après les autres, t'es là à te prendre la tête. C'est pas ce qu'on a dit. Du tout, ça n'a plus rien à voir. J'ai vu des comédiennes, des comédiens, mais vraiment faire des trucs, et le metteur en scène qui va me voir en me disant, Pascal, qu'est-ce que je peux faire? Je dis non. C'est qu'est-ce que tu aurais dû faire C'est et que trop tu tard. n'as pas fait. Ben évidemment. Tu essaies d'aller parler avec telle comédienne, tel comédien. Tu as compris que tu dis exactement le contraire du premier acte. Oh, pas à ce point-là. Si. Bon, ok, on va reprendre. C'est-à-dire que le comédien, il fait ce qu'il veut à ce moment-là. Et donc, c'est quoi? C'est l'ego? Il y a une phrase chez les comédiens que je comprends tout à fait quand ils disent, attends, c'est ma gueule qui va se retrouver à l'écran. Hein. Ah, c'est sûr. Si le mec, il est nul, si c'est mal monté, c'est à moi. On va dire, t'as pas de talent, t'es nul. Au montage, on fait un peu ce qu'on veut. C'est au-delà de ça, hein. Je comprends que le comédien... Mais mon deuxième long métrage, il faisait 2h20 avec un producteur qui te dit, Pascal, je pourrais jamais le vendre. C'est comme si c'était ton premier long, il n'y a pas une star dans le film, avec les moyens du bord. Bon, oui, il est déclaré au CNC, enfin, il est officiel, on a essayé de voir 1h30, quoi. Il fallait faire 1h30. Il y a 1 heure à enlever, pardon. Donc ça veut dire qu'on a pris des options par rapport à l'histoire, qui fait qu'on ne fait pas de flashback. On est directement et uniquement dans le passé. Il y a d'autres personnages, tu dis mais d'où il sort, pourquoi il arrive? J'ai tous les comédiens, les comédiennes qui ont été coupés au montage, je leur ai envoyé un mot, vraiment en disant je suis vraiment désolé. Il faisait 1h27, j'ai récupéré 13 minutes, il fait 1h40 et des brouettes maintenant. Les deux versions existent. Mémoire du 304. On peut le trouver en VHS. Même pas. Non, quand même pas. On a fait 4-5 festivals quand même. Ouais. Donc, moi, j'aime bien les sélections en festival. Je suis pas très compétent. La compétition m'agace. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec ça. C'est anti-artistique, la compétition. C'est nier la complémentarité des talents. Quand on sait, en plus, la non-valeur réelle, il y a des films qui n'ont eu aucun prix, qui ont cartonné comme c'est pas permis. Ouais, après, c'est une nomenclature qui est utilisée. Mais... Pascal, j'ai un casting. Comment je fais pour être meilleur? Mais c'est pas possible, mon grand. Ça n'existe pas. Bah si, regarde les Césars, les Oscars, mais non, ça c'est de l'argent, c'est du fric, c'est de la puissance, du pouvoir, de la gloriole, mais ça n'a rien à voir avec le métier. Encore une fois, dans un casting, on ne prend pas le meilleur parce que cette notion-là n'a rien à voir avec nous. Ça a à voir avec vous, à la compétition que vous jouez entre jeunes comédiens qu'aller au casting. Le comédien, moi, je me souviens d'avoir sélectionné un comédien dans mon film, et c'est devenu un ami, c'est un ami de longue date maintenant, Jean-Claude Sionico. Il est venu au casting sur mon premier long métrage, il a fait le début, m'a dit ok, je peux aller chercher quelqu'un, c'est-à-dire, je crois que j'ai celui que vous cherchez. Le mec, il vient passer le casting, il écoute, il n'est pas passé encore, hein, et il comprend que c'est pas pour lui. C'est beau. Et il va chercher, et c'est lui qui est allé chercher Laurent Luquin. Et comme quoi, il s'était pas gouré. J'ai une frangine, Margot. Elle est régisseur générale sur des très gros films. Elle a fait des grosses séries. Elle a fait les 11-13 à Paris, les machins. Enfin, tu vois, un gros bordel. Quand tu parles avec elle de ce métier, quand tu parles avec elle d'un tournage, tu comprends que sans elle et sans l'équipe régie, il n'y a pas de film. Bien sûr.
Entre nous, on dit bien sûr. Ouais, il y a nous, on le combien sait. de comédiens qui le savent? Qui a compris qu'un film n'existe pas avec le réalisateur, les deux comédiens, point barre. Il faut du monde autour qui vont avoir l'humilité de donner un coup de main, d'amener le café à la star pour qu'elle soit bien détendue avant qu'on tourne. Il y a des coiffeuses, des maquilleuses, des machins. Alors, il y a un monde de ouf. Si t'as vu Alain Chabat au César, il a Non. fait son petit discours et à la fin, il a remercié les régisseurs et tous ceux qui travaillaient autour. Il a dit parce que sinon, il n'y aurait pas de film. Et c'est grâce à Ouais, eux voilà. aussi. Le public, les régisseurs. Or, en fait, à force de dire voilà quel est le meilleur, on instille dans la tête de nos gamins qu'en fait, le plus important, c'est d'être le meilleur. Et non pas de trouver dans la classe les personnes avec qui on va être complémentaires et avec qui on va faire quelque Bien chose sûr. de puissant à plusieurs. Donc, on a une société basée sur il faut devenir le meilleur. Pour devenir le meilleur quand tu n'as pas de talent, il reste qu'un moyen. Ça s'appelle la corruption. On est en plein dedans et ça fait des années et des années et des années que ça dure. C'est même pas la méritocratie, copinageocratie. Voilà, on est là-dedans. Donc les gens n'ont plus envie de faire d'efforts, donc les gens sont fatigués. Enfin bon, je te refais pas une description du monde. Et on se retrouve avec des gens à des endroits qui, tu te demandes ce qu'ils foutent là, quoi. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à un jeune ou une jeune qui a 20 ans et qui veut devenir comédienne, qui peut-être travaille déjà un peu au théâtre? Faire un court-métrage aujourd'hui, ça coûte, mais vraiment que dalle. Tu le fais avec ton portable, il y a les outils de montage maintenant, il y a des tas de logiciels sur Internet, il y a YouTube, tu crées ta propre chaîne YouTube, tu l'appelles comme tu veux, tu fais la pub et tu dis voilà, regardez, on a fait notre truc. J'ai des élèves de première année, de troisième année et cinquième année à Subdecom. Souvent, je leur dis, t'as le mec qui lit des bouquins pendant 20 ans sur traverser l'Atlantique, la voile, etc. Et puis, il y a celui, histoire vraie, hein, qui emmène sa petite famille dans les années 80, donc avec aucun outil, il n'y a pas de téléphone portable, c'est la galère. Il prend sa famille, il traverse, moi j'ai un grand cousin qui a fait ça, et il traverse l'Atlantique, il a fait de la voile vite fait à la baule comme ça, mais il connaît rien. Les enfants, ils sont petits, il traverse, il arrive à Saint-Barth, il connaît rien, mais en une semaine, il en connaît plus que celui qui a lu pendant 20 ans. Donc je leur dis, vous savez, faut faire. Acteur, agir. Compliqué. Agissez, faites. Il y a une chose que j'ai apprise sur mon premier long, que je ne savais pas de moi, c'est que j'étais capable, sur un projet de fou furieux, de ne jamais lâcher le morceau. Premier film, tu l'as fait comment? Je dis, je suis allé emprunter des sous à la banque. On va tourner lundi prochain. Et là, t'as France 3 qui appelle que finalement, non, on va pas produire. Ah on est désolé, c'est le métier, c'est comme ça. Hein. Ah, j'étais fou furieux. Et donc j'ai appelé la banque. Et j'ai eu la banquière qui dit, voilà, je voudrais voir parce que je voudrais faire un emprunt. Et à l'époque, je m'occupais encore du studio Pygmalion, en 2000. Et donc, j'ai dit, allons-y, je mets mon salaire en jeu, mon machin, j'ai tout mis en jeu. Elle m'a dit, vous êtes gonflé. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai 40 ans cette année, je vais faire le film, quand j'en aurai 70. C'est maintenant, faut que j'ai. Et elle m'a fait un crédit, et on a pu tourner le film avec ça. Je ne savais pas que j'étais capable d'aller jusque-là. Donc, j'ai appris ça. Ce qui fait que quand j'ai attaqué le deuxième film et qu'on m'a dit, Pascal, tu sais, je sais. Avec du monde, ça me permettait de payer le film. Enfin, voilà, donc j'ai fait ça. La deuxième fois, 6 ans de tournage. Norvège, Portugal, Espagne, Allemagne, Suisse, France. Non, c'est à l'international. Un film sur la corruption européenne. Allons-y, quoi. C'est ça que je veux dire aux gamins, tu vois, quand ils ont 20 ans. Le plus important, c'est d'accepter quelque part d'être une locomotive. Et donc j'ai vu des gens me donner des coups de main. Merci Monsieur Maurice Lévy, en haut des Champs-Élysées, Publicis. Pendant 2 week-ends, on nous a prêté l'immeuble entier. Les gens disent, putain, la scène du journaliste, elle est belle. Hein. Je dis, oui, c'était chez Publicis. Un château entier. On nous a prêté un château près d'Auxerre pour tourner avec les jardins, le machin. C'est l'envie. L'envie. Et puis oui, t'es une locomotive. Et puis après, les autres, ils suivent parce qu'ils ont envie. C'est Brel qui disait ça. Le talent, c'est d'avoir envie. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué le film en disant « Oui, les scènes d'action sont très bien. » Si, c'est peut-être la dernière chose que je revendiquerai dans le film. Je ne sais pas filmer l'action. Exactement. Mais le mec, il y a cru, donc j'étais très fier. Ouais, je dis voilà. Au moins, et c'est vrai que bon, les mecs, ils tiennent les armes, les machins. Tu dis « Ok, ça se tient, quoi. » Je voulais savoir
comment tu bossais au quotidien? Est-ce que tu travailles en musique? Comment tu t'inspires? Est-ce que tu vas sur YouTube, le cinéma, le théâtre? Comment tu travailles ton inspiration? J'ai quitté beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux sur lesquels je passais beaucoup de temps parce que je me suis aperçu que je regardais plus les images des autres que je ne faisais les miennes. Bien sûr. À un moment, je me suis aperçu qu'ils racontaient tout le temps la même histoire. Ils ont juste changé le lieu. Ce sont des huis clos dans des déserts de sable, déserts de glace, peu importe. Ils sont sur des intelligences artificielles qui te créent des scénarios censés être super modernes, super nouveaux. Tu regardes Blade Runner, le premier Blade Runner, tu te dis... Bah maintenant, il y en a plein. C'est des sous-Blade Runner. Comme ils avaient fait 20 ans avant pour la BBC, ils ont fait un audit. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous voyez? Machin. Ils ont des retours. Pourquoi les seules femmes qu'on voit, elles sont lesbiennes à 50 ans? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de femmes flics? Il n'y a pas de femmes espionnes? Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec des séries sur une chanteuse, sur une danseuse, sur une joueuse d'échecs. Une série sur la joueuse d'échecs Allez, que j'ai vue il y a 2 semaines. Ouais. Je l'avais mis en réserve et j'ai beaucoup aimé. J'adore l'actrice. Le jeu de la dame. J'ai dit, mais attends, ça n'a rien à voir avec le jeu de la dame. The Queen Gambit, c'est une ouverture aux échecs. Donc c'est un nom très précis. Ils sont pas idiots, ils ont bien choisi le titre. Le titre français est assez pitoyable. Ouais. C'est comme Premier Contact. Avec Amy Adams, Jeremy Renner et Forest Whitaker et Ouais. tout, sur cette nana qui va pouvoir parler, échanger avec ces extraterrestres bizarres, les têtes heptapodes, machin et tout. En fait, ça parle de naissance. Ça joue sur le jeu de mots. Parce qu'elle ne sait pas encore qu'elle est enceinte ou qu'elle va être enceinte. Ah oui, Et qu'elle a des flashs dans le futur, parce que le fait de travailler sur cette langue avec ces gens fait que d'un seul coup, tu vois une partie de l'avenir de machin. Bon, le scénario, il est super construit, quoi. Ah ouais, c'est un super film. Ça a à voir avec, est-ce que si tu savais quel est ton avenir, tu recommences ou pas? Bon, une fois, on m'a posé la question, tu aurais refait exactement la même chose? Mais je dis, je change rien, moi. Les choix, effectivement, c'est le choix que Je tu vas change rien. faire. Ouais, mais bon, quand t'étais petit, t'as quand même morflé. Mais oui, mais je serais pas le même bonhomme si j'avais pas morflé. Tu t'es construit comme ça. Est-ce que le temps n'existe pas, comme il y a des théories de plus en plus fréquentes? Est-ce que je devais devenir le coach que je suis? Il fallait que je passe par un certain nombre d'étapes avant. Les chamans et bien d'autres disent qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'histoire de temps. Le passé, le présent, le futur, tout est là, tout est fait en même temps. Quand tu parles avec des jeunes gens, ils ont deux notions fausses. La première, ce qui s'est passé va se reproduire. C'est pas de leur faute. On nous a appris que le soleil est là, il est immobile, et nous tournons autour, comme ça. Ben non, c'est pas ça qui se passe. Le soleil, il avance, et nous, derrière, on suit en spirale, parce qu'on est aspiré. Donc ce mouvement elliptique, c'est une spirale. Toutes les planètes font la même chose. On dirait un brin d'ADN. Autant dire que où on était il y a 15 jours, c'est à des milliards de kilomètres là-bas, et où on sera 15 jours, c'est par là-bas. Quand tu dis à Ngambie, on se voit bientôt, il te dit pas, tu vas être en retard de 10 minutes. Il te dit, on se voit à la prochaine lune. En fait, 24 heures, ce sont juste des millions de kilomètres qu'on a parcourus dans l'espace. Donc, c'est une distance. Je suis en montage, je suis sur une séquence où je suis en train d'écrire un scénar, machin. Hein. Je sens qu'il y a un truc qui est en train de bouillir et je vais sur le parapet, là-bas, à Saint-Michel-Chef-Chef, et je me fais la longueur. Il y en a pour 45 minutes, aller-retour. Le port de Comberge, les mouettes qui sont là, en train de piailler comme des folles, la lune, les étoiles, peu importe, l'océan, mouvement. Et je laisse cette inspiration prendre sa place tranquillement, quoi. Et tant qu'on ne prend pas de distance, on est le nez dans son caca, quoi. On voit rien. Bien sûr. Et maintenant que je tourne beaucoup plus qu'avant, je lève plus les yeux. Le cerveau, c'est 24 milliards de clics à la seconde. Pas mal. Ça commence à faire du monde, mais ça correspond à tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, la façon dont je bouge mes doigts, tout ça, ça fonctionne. Ça n'en restitue à ma conscience que 2000. Tu vois l'échelle. Et donc, ils sont allés essayer de prouver comment fonctionne le cerveau par rapport à ça. Et ils ont créé une sorte dans des bureaux. T'imagines ici, voilà, bonjour messieurs. Ce sont deux types qui sont dessinateurs, concepteurs, designers, machin, à qui ils ont proposé de travailler sur un nouveau jouet pour Noël. Le nounours de Noël. Ah, ok, d'accord. Okay. Ils vont les chercher chez eux en taxi. Ils leur font passer en leur faisant croire qu'à un moment il y a des travaux quelque part, machin. Ils les font passer par deux endroits. Poum, poum, poum. Les mecs arrivent, bonjour. Et chacun dans un bureau. Ils les laissent bosser pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, les mecs disent voilà ce que j'ai pendu. Oh,
on a pondu la même chose. C'est-à-dire que, bah ouais, ils ont pondu tous les deux des ours déguisés en Père Noël. Ah, c'est marrant, on a eu la même idée. On ouvre le paravent, et là, il y a un grand écran. On dit, voilà ce que vous avez vu depuis le taxi qui est venu vous chercher. Regardez ce qu'on voyait depuis la vitre. Et là, t'as des pubs, des ours en peluche avec des bonnets sur la tête, t'en as 15 sur le parcours. Mais ils s'en sont pas aperçus. Le cerveau a capté l'info. Ouais. Et donc, ils se sont aperçus qu'en fait, le cerveau chope des infos tout le temps, dont tu n'es pas conscient, et qui vont ressortir. C'est pour ça qu'on parlait des comédiens. Tous les comédiens devraient faire du montage, écrire, réaliser, s'emmerder à faire un costume. Il y a certaines écoles, ils le savent, ils en ont fait des pluridisciplinaires exprès. Parce qu'en fait, ce sont des régions du cerveau qui fonctionnent différemment, mais qui peuvent toutes fonctionner ensemble, à condition que tu leur proposes de bosser ensemble. Et à un moment, tu dis « Oh, j'ai une idée !» Non, non, c'est pas ça le processus. C'est comme l'œil humain. Tant qu'on n'explique pas à nos enfants qu'en fait, les couleurs, personne ne voit les mêmes, qu'en fonction des cônes et des machins, du nombre de cônes et de petits bâtonnets de lumière, que ça rentre dans le cerveau et que c'est ton cerveau, selon qui tu es, qui te renvoie la couleur et l'image, c'est la lumière qui me renvoie le gris. Exactement. Ça veut donc dire qu'en fait, ce pull, il est tout sauf gris. C'est ce que ma fille m'a dit l'autre soir. Elle me dit, mais ça veut dire que tu es en train de me dire que c'est pas la couleur vert. Non. Mais c'est quelle couleur alors? C'est quoi? C'est gris? C'est rien? C'est tout sauf le vert. Donc en fait, L'arc-en-ciel. vis-à-vis d'un être humain, quand quelqu'un se comporte comme un gros con, peut-être qu'au fond, à l'intérieur, il est tout sauf gros con, et que il essaie de renvoyer quelque chose parce que ça l'arrange, qu'il n'ose pas dire ce qui est resté dedans. Sur les travails de méditation, quand on démarre un peu sur 4 heures de boulot, tu vois, massage 2 par 2. Ok, super. Détendre le corps de l'autre, faire attention à l'autre. Et après, il y a un petit moment de méditation où on parle d'un sujet. Vous êtes Superman, vous pouvez vous extraire de l'attraction terrestre et vous regardez la planète d'au-dessus et vous la regardez tourner. Ça donne quoi? Mais moi, j'ai vu des gens pleurer. Hein. Vous avez déjà pensé qu'un jour, on va vous demander de piloter une navette spatiale et de tirer dans l'espace contre un ennemi Ils ont fait comment aux États-Unis, Star Wars et toute la bande là. On est bien d'accord, ça se passait pas dans l'espace, c'était en studio. Bon, Il faut quand même ressentir. mais moi je veux y croire. Si vous n'avez pas l'imaginaire qui se développe, ah oui, mais alors ça c'est l'imaginaire. Eh oui. Donc en fait, votre travail c'est le mélange des deux. C'est vous servir de vous et de l'imaginaire. Alors au milieu, vous rajoutez je joue. Donc pour imaginer, faut déjà avoir vu. Donc ça veut dire qu'il faut quand même. Ah non, pas nécessairement. Si tu veux imaginer un avion, il faut déjà avoir conceptualisé dans ta tête l'avion. Donc il faut l'avoir déjà vu au moins une fois dans un bouquin. Ou ça t'est jamais arrivé? Avoir une fulgurance. Oui, et t'es là, et d'un seul coup, tu vois quelqu'un que t'as jamais vu. Une vision, tu me parles d'une vision. Ouais. Ce visage-là, ça te dit rien. Tu laisses passer 15 jours, t'es en atelier, t'as quelqu'un qui se présente, excusez-moi, je suis en retard, je suis nouveau. Cette personne rentre. Ouais, c'est une vision. Donc là, c'est quelque chose qui apparaît. Je parlais de l'imaginaire. Sur l'imagination, je suis 100% avec toi. Si t'as pas de référence, il n'y a rien qui se passe. Mais l'imaginaire, c'est... Tu sais pas. Ouais, donc là, c'est plus une connexion à l'inconscient ou ça joue à plein de choses, bien sûr. Collectif, et tu vas récupérer une info qui est dans le futur, pour le coup, qui est 2 semaines plus tard. Ouais. Ça passe dans un sens, ça marche même dans l'autre. Tu es obligé de te brancher sur l'imaginaire et du réal et du scénariste. J'ai eu envie, à un moment, je sais pas pourquoi. C'était la période, le début du Covid. Ouais. J'étais coincé à Paris, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Ah, je vois un article sur les migrants, sur comment ça fonctionne. La migration, le problème de la migration en Méditerranée, par exemple, le trafic de migrants cache, en fait, le plus important, c'est le trafic d'organes. Ce que je dis là, n'importe qui peut aller sur Internet, vous regardez, vous tapez migration, trafic d'organes, ONU, vous allez s'apercevoir qu'il y a des enquêtes qui datent depuis des années, d'une famille à New York qui vendait les organes du monde entier dans les hôpitaux new-yorkais, qu'à Paris, il y a encore, donc 2016, donc ça va faire 10 ans, il y avait encore 20%. 20%, c'est un organe sur 5 transplantés en France qui venaient du trafic d'organes. Il y a des villages au Congo, c'est quand même étonnant, t'as un gamin sur 2 qui a une trace, là, on lui a retiré un rein.
Pourquoi? Bah parce que c'est payé 2000 $ et qu'avec ça, les parents refont le toit de la maison. Et à un moment, t'as l'auteur derrière qui dit, fais pas chier, on est la locomotive, faut se battre. C'est aussi pour ça que notre métier existe. On peut pas se revendiquer de Molière qui tape sur Tartuffe, qui tape sur le médecin, le malade imaginaire, et toi dans ton coin, t'es là à faire juste ce qui arrangerait tout le monde. Je dis non, allez, on y va, on bosse. Et j'ai pendu 13 fois 52 minutes. Ok. Sur les liens entre l'ONU, la Cour pénale internationale, la CIA, les casques bleus, bah oui. Bien sûr. Et bah là, tu remontes toute ta filière. 13 fois 52 minutes, très fier. Et je l'envoie à un producteur, super producteur, qui me dit tu veux que je fasse quoi, Pascal? Il me dit mais je peux pas envoyer ça à une chaîne. C'est super, je dis pourquoi? Il me dit mais les autres là, ceux ils vont avoir envie de dire des trucs. Tu leur laisses pas la possibilité d'imaginer ou machin. Tout ce que je peux faire, c'est on va faire un mood board, on va faire une sorte de petit synopsis, on va faire machin, on va dire qu'il pourrait y avoir entre 8 et 16 épisodes, une saison, c'est bien, on verra s'ils veulent en faire une deuxième. Et puis, tu dis voilà, on a pondu le premier. Et au fur et à mesure, tu donneras la suite. Sinon, tu es en train de leur dire, vous êtes juste des banquiers. Et ils veulent être aussi un petit peu en part artistique, ouais, avoir des... Ah, dis donc, ton personnage, elle pourrait faire ci, elle pourrait faire ça. Tout le monde doit donner un petit peu son avis, quoi. Parce qu'il paie. Il a envie de participer, mais je comprends. Mais normal. À condition que le mec ait des idées intelligentes. Le rôle principal de cette série, c'est une femme entre 50 et 55 ans. Elle est vice-procureure de la Cour pénale internationale, est un producteur qui dit sérieux, elle peut pas avoir la trentaine. Mais tu sais qu'à 30 ans, tu rentres pas. Ouais. Je veux dire, pour être vice-procureur de la Cour pénale internationale, c'est que t'as un putain d'expérience avant, sinon ça marche pas. Ah ouais, mais bon. Et je dis, mais si on met Femke Jensen, par exemple. Ah bah oui, évidemment. Je te rappelle qu'elle a 60, elle a mon âge, hein, elle a 60 berges. Hein. Oui, mais bon, elle est canon. Hein. Ah d'accord. Je pense que les comédiens ont le droit de rêver, mais ils n'ont pas le droit de fantasmer. C'est les empêcher de s'illusionner qui est important. L'illusion, un jour on me donnera, non. Non, un jour on ne me donnera pas. Tu feras ce qu'il faut pour qu'à un moment on pense à toi, et c'est tout. Sinon, il y a une autre voie. Hein. Balasco l'a fait, Valérie Mercier l'a fait, Junio le fait, ils réalisent. À un moment, ils ont envie de faire des films, ils les font eux. Voilà. Puisqu'on ne pense pas à eux pour autre chose, bah, ils le font eux-mêmes. Clint Eastwood l'a fait, hein, toute sa carrière. Bon, à un moment, il a dit, vous êtes gentil, faire le sous-fifre. Non. Allez, je vais vous en faire, moi, des films. Et il était toujours sur les mêmes rôles. Ça lui allait bien, hein, ça fonctionnait bien. Non, l'inspecteur Harry, merci Mais pour ça. inspecteur, les westerns et compagnie, à un moment, il s'est mis à réaliser. Et ce qu'il fait, c'est une des raisons. Super. Il y a une comédienne qui est venue me voir, Dorothée, qui m'a dit je joue que des bourgeoises. Là, je suis parti. Bon, tant mieux. Hein, j'ai été payé 10 000 balles pour aller vendre une Mercedes au Japon. Mais c'est la grande brune, très belle femme, la quarantaine. Je veux faire autre chose. Ok, d'accord. Et de l'autre côté, ils ne se connaissaient pas. Yves, super acteur, qui me dit Pascal, je fais les pépés gâteux, quoi. Je fais des mecs gentils tout le temps, ils sont adorables, ils sont gentils. J'aimerais faire autre chose. Je les ai mis ensemble. Elle, ancienne prostituée, qu'on a récupérée, qui travaille pour le GIGN. Et lui, commissaire véreux, qui draguait les prostituées, qui fait un peu du proxénétisme. En même temps, bon, il les laisse tranquilles, mais elle leur file des renseignements. Enfin, tu vois, la rencontre, elle est magnifique. Et je m'en suis servi. Ils l'ont retourné, parce qu'on l'avait fait en séquence comme ça. Ils l'ont retourné dans mon film, dans le 304, sur la corruption. Okay. La scène existe. Plein de gens qui m'ont dit, ah. Mais eux, c'était justement pour ça, pour montrer autre chose, quoi. Elle m'a dit, attends, tu es pute, quoi. J'ai dit, bah ouais, une prostituée qui d'un seul coup est devenue le flingue à la main avec la péripatéticienne, quoi. Voilà. Ah d'accord. Bah oui, bah après, la carrière échange, quoi. Ouais. Ah, tu peux faire ça, je savais pas d'autre. Bah oui. Tu sais jouer notre gamme. Exactement. Antoine Decaune et tout. T'avais un bout à bosser avec Antoine Decaune? Ah oui, c'était super, Antoine. C'était quoi avec Antoine Decaune? C'était Chili con carne, le film de Thomas Gilou. Sur Antoine Decaune, je voulais savoir si vous pouviez m'aider. Je dis, mais Antoine, c'est quoi le problème Il me dit, j'ai un problème avec la caméra, j'ai jamais travaillé vraiment avec la caméra. Quand vous tournez pour qu'il y en a plus, il y a combien de caméras? Il me dit, c'est pas pareil. Je dis, mais comment ça, c'est pas pareil? Vous créez un personnage avec le père José à côté, vous faites les cons pendant 10 minutes, vous créez un... Ah, il était étonné, il me dit, j'ai jamais pensé comme ça. Effectivement, je comprends ce qu'il voulait dire. Le personnage, c'est 1h30. Hein.
Donc on a travaillé vraiment à fond son personnage. C'était super, on a vraiment bossé ensemble, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup de tranquillité. On essaye, on verra. Donc j'arrive, il avait entendu parler, il m'a dit « Oh, bah, je peux travailler aussi !» Je dis « Bah oui, venez. » Donc, on a travaillé son rôle, parce qu'il jouait aussi dans le même film. Jérémy, génial. Jérémy Régnier, super. Ouais, très honnête. C'est-à-dire qu'il m'a reçu la première fois, il était très méfiant. Ouais, c'est qui ce mec-là, toi? Quand Florent m'a appelé, il me dit « Ah, ça, je dis non. Ça va pas le faire, tu vois, il n'avait pas très envie. Il me dit, non, mais je veux que tu fasses bosser, c'est important. Oui, mais bon. Donc j'ai trouvé l'idée. Tu vas louer des studios spéciaux pour batterie, je lui demande juste 1 heure. Et il est arrivé, il a commencé par dire, je suis désolé d'avoir été un peu fermé comme ça au début. C'est ma nature. Je suis un peu, j'ai dit, mais il n'y a aucun problème, Jérémy, c'est normal. Il y a pas, c'est pas parce que je m'appelle machin, que j'ai fait tel film ou tel film, qu'on peut travailler ensemble. Ça se trouve, ça correspond pas. On est rentré. Il a regardé la batterie. Il a compris assez vite. Claude François était batteur, donc c'est pas très compliqué. Il me dit, bon, alors je vais faire un peu de batterie, quoi. Je dis, non, 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 non. Non, non. Ton bras gauche, c'est toi. Ton bras droit, tu vas imaginer que c'est l'âme de Claude François qui dirige ton bras droit. Il m'a regardé, il a ouvert des billes. C'est une blague. Je dis, non, imagine. Ça donne quoi? Et là, il s'est lancé. Ça a été... Oh, putain, je regrette de ne pas avoir une caméra ce genre-là. Ah, mais super. Je dis, voilà, c'est ça que je te propose. C'est d'accueillir Claude François dans ton travail. Ouais. Pour peu que tu y crois. Si tu penses qu'on n'a pas d'âme, bon, bah, ça va être compliqué. Mais si tu penses qu'on a une âme, comment on peut accepter? Marion, ça marchait tout de suite. Sur La Môme, tout de suite. Avec Marion, vous avez bossé comment? Combien de temps 2 mois. Je l'ai branché aussi avec un ami qui est un coach vocal assez topissime. Ouais. Daniel, à Lucarini, qui l'a fait bosser. C'est une grosse bosseuse, hein, Marion. Mais nous, on se voyait 3 fois par semaine. C'était juste, j'accepte, ok, Piaf est là, allons-y. On déjeunait, d'un coup, elle se vautrait un peu, elle se mettait à bouffer ses machins. Mais vraiment, l'idée, c'était Madame Piaf, là, vous la laissez tranquille, qu'est-ce qu'il y a? Elle acceptait d'être incarnée. Alors après, tu dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? L'arrivée de ce film se passe à un moment où, dans ma vie, on est en 2005, le coaching, c'est bon. Depuis 88, ça va aller. J'ai eu une compagne qui est morte en 89, accident de voiture, 23 ans. J'ai mis beaucoup de temps à faire le deuil. Et je suis dans ma baignoire et je la vois. Donc là, déjà, je me dis, ça y est. Donc la camisole de force n'est pas très très loin. Je suis en train de commencer à péter un fusible. Il était temps que j'arrête l'enseignement, tant mieux. J'ai entendu, je sais que tu m'aimes, tu n'as plus besoin d'être amoureux. Tu l'as inventé, c'est ton imagination qui l'a créé. C'est vrai, elle s'est incarnée devant toi. Peu importe la raison, il fallait que tu entendes la phrase. Bon, ben voilà, tu as entendu la phrase. Donc je suis moins barge que je pense. J'ai l'imaginaire très développé. Des fois, quand j'écris des scénars, il y a plein de personnages, on est 15 dans la pièce en même temps, et voilà. Ok, d'accord, je prends. 1 mois et demi passe. J'ai un petit frère qui est mort du sida en 94. Gabi se pointe et se pose sur... Pareil, la baignoire. Il se pose sur le rebord comme ça, il me regarde comme ça. Je craque un peu, quand même, quelques larmes. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous là? Il me dit, je t'amène Marion. On est le mercredi soir. Le jeudi matin, on m'appelle du studio en me disant, Pascal, il faut que tu rappelles Marion Cotillard. Donc je rappelle Marion, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, est-ce qu'on peut? Viens, on va prendre un verre, faut que je te parle, je suis sur un film, machin. Marion, tu sais que je coach plus là. J'ai dit que... Elle me dit, je sais, j'ai demandé, on m'a dit que tu avais arrêté. Ben alors, pourquoi tu me... Elle me dit, parce que j'entends une voix qui me dit, appelle Pascal, appelle Pascal, appelle Pascal. On avait déjà travaillé sur 2 films avant. On va bouffer ensemble. Alors c'est quoi? Et elle me dit, bah c'est Piaf. Et là, d'un seul coup, je me dis, ok, je commence à comprendre un truc. J'avais déjà fait travailler sur du biopic avant, mais pas de cette manière aussi pointue. Et puis à chaque fois, je pensais personnage. Je pensais pas nécessairement contact avec une âme. Et donc, je dis à Marion, mais tu sais que je fais plus et que je t'ai dit, elle me dit, oui, je sais. Je sais que c'est... voilà comment ça se passe. J'ai mon petit frère, là... Elle se met à pleurer, machin, oh là là, c'est incroyable, machin. Je dis, mais ça te dérange pas? Elle me dit, tu vois, en ce moment, je travaille avec un chaman. Elle me dit, ah, ok, d'accord, on parle la même langue, ok, d'accord. Et elle me dit, on va faire quoi? Je dis, bah, on va travailler tous les 3. Elle me dit, avec qui? Bah, avec Piaf. Ah oui, a priori, elle est pas loin. Alors, je lui dis, tu crois en l'âme humaine? Elle me dit, oui, bon, toi, j'y crois. Bah, je vois du monde au bout de ma baignoire en ce moment. Donc, il doit y avoir. A priori, il y a un truc. Écoute, on y va, on se lance. Et je me souviendrai toujours du premier truc qu'on a fait.
Elle a mis ses lunettes noires, son petit manteau, on est descendu. Je dis voilà, ferme les yeux. Tu me promets, tu regardes pas. Elle dit bah non, je fais confiance, ok. Hop, elle m'attrape sous le bras. Je dis on va marcher. Quand t'entends Piaf qui te dit on tourne, on s'arrête, on bouge, on traverse, on tourne à droite, machin, peu importe, on le fait. On suit ce qu'elle dit. D'accord? Ouais, d'accord. Et là, on marche, on a dû faire 50 mètres. Et elle s'arrête. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il y a une rue à droite là. Bah oui, il y a une rue à droite. Et là, on a marché pendant 2 heures dans Montrouge. S'asseyant sur un banc qui était là. Enfin. Donc là, ça nous a fait quand même bizarre. Hein. Guidé. 2 heures. Guidé. Pierre est devenu notre coach. Le plus beau de toute cette histoire, c'est à la toute fin, en 2007, projection au Grand Rex. Un an et demi avant cette projection. Un assistant m'appelle pour me dire, Monsieur Huneau, oui, voilà, c'est à propos du générique du film. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive? Vous mettez Pascal Duneau, entre parenthèses, Studio Pygmalion. 2 jours plus tard, coup de téléphone, c'est pas le même assistant, c'est quelqu'un d'autre. Bonjour, je suis responsable du listing par rapport au générique de fin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive? Je dis, il y a 2 jours, j'ai déjà répondu. Le lendemain, Marion m'appelle, ils viennent de m'appeler pour me demander comment s'écrivait Luno. C'est une blague. Pendant tout le coaching, Piaf, je l'appelais Giovanna. C'était son prénom italien. Et j'aime bien Giovanna. Et Marion me disait, elle aimait pas ce prénom. Ça lui allait bien, quoi. Tu vois. La môme, tu vois, Giovanna. Ouais, ben non, c'est pas une bonne idée, machin. Arrive la fameuse projection. C'est encore valable maintenant, puisqu'on le retrouve en DVD. Hein. Et je regarde le générique de fin. Et là, je vois passer coaching, Marion Cotillard, Pasqualino. Mais Pascalino. Bien sûr. Studio Pygmalion, Pasqualino. Je sors, Marion, elle était sur le trottoir, sur les Champs-Élysées, en me disant, elle s'est vengée. J'ai explosé de rire. J'ai trouvé ça trop charmant. Il y a des gens qui pensent que la mort, c'est un sécateur qui coupe, ça coupe la vie. Alors que ça se trouve, c'est juste un transporteur. Ça nous emmène d'un endroit à un autre et qu'on ne peut pas le faire tout seul. Qu'il faut quelqu'un qui nous emmène d'un endroit à un autre. On dit, oui, mais t'as pas de preuve. Je dis, mais t'as pas de preuve du contraire non plus. Non. Personne ne nous a dit que la mort, c'était un drame. Mourir, ça peut être dramatique parce que ça peut être une souffrance énorme. Mais c'est pas la même chose. Le parcours jusqu'à ce qu'on disparaisse, entre guillemets, n'a rien à voir avec le fait d'être disparu. Ça se trouve, de l'autre côté, ils sont tous pétés de rire en bande, à boire au bar, enfin voilà. Et on est en train de s'angoisser pour rien. Je pense que Edith Piaf, là, elle rigole. Là. Elle se marre. Elle est contente que t'en parles. J'allais à Nantes. À l'époque, mes parents habitaient à Nantes. J'étais en voiture. Je m'inquiétais. On était en février, mars. M'appelle pas. J'espère que ça se passe bien. Je la sens dans la voiture, la Piaf, qui se fout de ma gueule. Je dis, mais qu'est-ce que tu nous fais? Mais t'inquiète pas, boss, tout va bien, quoi. Je rentre le soir. Coup de téléphone de Marion. Tu t'inquiètes? Je dis, mais non. Merci la messagère là-haut. Un trio. Ça m'est resté jusqu'à mon infarctus. J'ai fait un infarctus. Je suis allongé comme ça et je me dis, je vais crever là. J'ai ma fille qui vient, qui a 9 ans à l'époque. Il dit, ça, papa, j'ai un ami qui arrive, qui l'embarque, il dit, c'est pas pour les enfants. Ploum. Bon, on attend le SAMU qui doit arriver. Et ils apparaissent tous. C'est-à-dire le petit frère, Jujube, les amis, le grand-père, la grand-mère, tout le monde est là. Tu dis, bon, c'est mon moment, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Et en fait, non. J'ai une amie qui s'approche et qui me dit, alors, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou Tu choisis quoi? Tu restes? En fait, je peux aller avec eux et regarder cette espèce d'amas de cellules et d'atomes qui va faire pouf. Je peux pas partir sans l'avoir dit à ma fille. Il faut au moins qu'elle sache ça. Que je dise, voilà ce que j'ai vu, t'en fais ce que tu veux. Donc, on est en 2006, oui, c'est ça, août 2006. Je me retrouve à l'hôpital, le médecin passe, je vous explique ce que vous avez. Ça, la veine bouchée à 75% comme ça, c'est le stress. Et on sait à peu près, c'est 6 mois. Donc, vous remontez 6 mois en arrière. Voilà ce qui s'est passé ces 2 derniers mois avant. Marion, Jujube, enfin ma compagne, mon petit frère qui revient, machin, il me regarde, il me dit, ouais, non, c'est logique. C'est-à-dire que je suis en face d'un médecin qui est censé me dire, non, mais la science, vous savez, honnêtement, sont sérieux. Pas du tout. Très sérieux, il me dit, oui, c'est logique. Ça se tient. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir une vision, d'abord différente du travail avec l'acteur. Pourquoi on est comédien? À quoi ça sert, nous, d'écrire, réaliser, montrer des images aux gens? J'ai fait ça au Portugal. Ils étaient impressionnés parce qu'ils avaient peur de faire... je les faisais travailler sur un peu les rires, les larmes, le machin. À un moment, je les voyais, ils rechignaient un petit peu. Mon émotion, moi, stop.
Je les ai tous ramenés, ils étaient une vingtaine, près de la fenêtre. Et en bas, il y avait un camion poubelle qui passait avec 2 mecs au Portugal. C'est les mêmes tenues, hein. Je leur dis, regardez bien, c'est ça votre public. Là, aujourd'hui, il y en a parmi vous, ils ont 17, 18, 19 ans. Vous travaillez pour ces gens-là. C'est eux qui regardent les films. Vous voyez le boulot qu'ils font? Ils ramassent vos merdes. Vous pourriez avoir l'intelligence de faire des prestations de comédiens à la hauteur du service qu'ils vous rendent, là? Voilà, t'as l'ambiance qui a changé un petit peu quand même. Vous êtes là pour l'ego. Oui, il faut être mégalo pour aller se mettre devant une caméra. Il faut estimer que c'est normal qu'on nous regarde. Et en même temps, on peut avoir l'humilité de dire, mais tout ça, c'est au service de quelque chose de plus gros que mon nombril, quoi. Bien sûr. C'est ce qu'on fait là, hein, aujourd'hui. Allons-y, donc. On est Oui, là, ça aussi, c'est on est réellement dans le partage. Bah, et on est là pour ça, C'est ça. au moins pour eux. Et pour Edith Piaf aussi. Elle, la Giovanna, ça fait des années maintenant. Tu connais Timothée Chalamet? Non, Tu connais pas cet je acteur? l'ai jamais ce petit rencontré. acteur Je vois qui c'est, bien sûr. Non, mais t'as vu un peu des Bien films? sûr, oui, je vois, oui, Non, oui, bah, bon. j'en ai vu plein. Hein. Je dois avouer que le rôle que j'ai préféré de lui, ou le plus percuté, c'est le roi. Super film. Mais Excellent. jusqu'à la fin, son rapport avec cette jeune femme, Ouais. la façon dont il tue son conseiller à la fin est magnifique. La scène est montée, c'est d'une intelligence. Le comédien qui ment, il est super, cet acteur est génial, j'adore. J'adore ces comédiens qui n'ont pas peur de jouer les rôles de monstres ou de gros connards. Tu vois, l'honneur des Prizzi. Kathleen Turner, elle est top et tout. Mais Nicholson, avec son truc dans la bouche qui fait qu'il a l'air d'un gros con. Il n'y a pas un moment dans le film où il essaie de sauver son personnage. C'est une espèce de garde du corps un peu couillon, bourru, et il le fait super bien, et il l'emmène jusqu'au bout. Il le sauve pas, il le rend pas plus intelligent, ou... Non, il assume, quoi. Ouais. Une saison blanche et sèche. Film sublime. Et il y a un personnage qui est assez immonde, qui est ce comédien blond, là, qui fait le chef des renseignements, des services de renseignement sud-africain. Et à la fin du film, Donald Sutherland, ça y est, il a gagné son procès, il marche dans la rue, et l'autre le regarde, et fonce avec la Jeep. Il l'écrase, et il repasse dessus, pour être bien sûr qu'il est mort, et il s'en bat. Et je me souviens à l'acteur studio, le père Lipton, qui pose la question à ce comédien, qui dit, mais pour jouer ce rôle, comment on fait, quoi? Parce que le mec, il est immonde. Immonde. Il dit, mais c'est très facile de jouer ces rôles-là. Il ne faut penser qu'à une chose. Quand les gens vont regarder le film, un mec comme moi, ça ne doit pas exister. Là, quand on parle de motivation, il dit, il faut que je sois tellement immonde que les gens disent, mais c'est pas possible. Il faut arrêter l'apartheid, il faut arrêter le racisme. Ces mecs-là, stop, qu'on arrête. Et ça n'a pas suffi apparemment, parce qu'on a Elon Musk qui débarque. Même genre de mentalité sud-africaine, il vient du même endroit, on sait pourquoi, tout ça. Mais dans ce film-là, je me suis dit, voilà, ça c'est un acteur avec qui tu as envie de bosser, parce que le mec, il est là pour le film, il est là pour les propos du film. Il n'est pas là pour dire est-ce que je suis beau, est-ce que je suis moche. Là, sur mon long métrage, j'ai 2-3 comédiens qui m'ont dit, je me vois pas dedans, quoi. C'est pas le héros habituel. C'est le mec qui se retrouve enfermé dans une ambassade avec 15 femmes qui décident de se suicider et qui le bloquent. Il dit, vous restez là. Le film s'appelle Femmes qui tombent. 2045, tu dois avoir à peu près, à Paris, tu as en gros 5000 femmes qui se suicident rien qu'à Paris par jour. Parce qu'elles disent, c'est fini. C'est fini. Tous ces pays où les femmes sont maltraitées, on s'en va. On disparaît. Vous deviendrez des pays de cons, vieux. Vous disparaîtrez, vous n'aurez pas d'enfants. Donc il n'y aura personne de descendance à qui apprendre vos méthodes. Il n'y aura pas de femmes qui vont subir ce que nous on a subi. Donc ça fera plein d'espace. Donc on travaille pour l'avenir. On se sacrifie pour les générations futures. On n'est pas en train de se suicider bêtement. Mais on arrête. Chine, ils sont à 3 millions, l'Inde, 4 millions, le Mexique, partout dans le monde. Les femmes qui tombent. Sacré sujet. Ouais, mais là, j'ai besoin d'un comédien, waouh, qui dit, OK, le mec, il est un peu paumé, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais avec toutes ces femmes? Il dit, je suis flic, je suis responsable du service des ambassades, des VIP à Paris, je fais comment, quoi? Il a une copine, quoi, qui est musulmane en plus, donc il sait pas quoi faire. Ah, mal à l'aise, les copains, là. Des stars françaises, comédiens connus. C'est écrit. C'est écrit. Isabelle Nanty a dit oui pour le rôle. Là, j'attends la réponse de, j'espère, Victor Belmondo. Si Victor a dit oui, on le monte. C'est parti. Sur Les Enfants du siècle, je bossais avec Benoît Magimel. Diane m'avait demandé si je voulais bien bosser avec Benoît. Je connaissais pas Benoît.
Bon, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler. Super. Puis un jour, Diane m'appelle, elle me dit, bon, Juliette a un coach avec qui ça se passe pas bien du tout, elle est dans la merde. Je dis, bon, on se voit avec Juliette. Je dis, mais bon, peut-être que l'idéal, c'est peut-être de les faire bosser ensemble, on va peut-être gagner du temps, tu vois. Je voyais Benoît 3 fois par semaine pendant 2 heures. Juliette débarque. Elle dit, moi, Pascal, si ça ne dérange pas, moi, j'aimerais bien qu'on bosse quand même 3 jours entiers. Je préviens Diane, Curis, qui me dit, ouais, vas-y, fonce. Là, bien plus, elle dit, moi, il me manque des décors, faut que je parte à Venise, j'ai pas le temps de m'occuper, vas-y, fonce. Donc là, on a commencé à bosser 3 jours par semaine. 7 heures par jour. Elle faisait pas semblant, Juliette. Hein. Quand Diane m'a appelé en me disant, Pascal, voilà, j'ai reçu un coup de téléphone de Marina Foïs qui demande si elle pourrait bosser avec toi. Tu la connais? Je dis non. Elle me dit, bon, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah, ça vaut la peine, c'est chouette. C'est pourquoi? Elle m'explique, un biopic, un machin. Pareil, bosseuse, quoi. Bosseuse. Moi, je m'appelle Boris Terral. Qu'est-ce qu'on a travaillé avec Boris sur le roi danse, sur le rôle de Lully? Oh putain, qu'est-ce qu'il bossait, quoi. Il avait très envie de travailler, il était accro. Il y en a beaucoup moins connus, que j'ai coaché sur des téléfilms ou sur des choses comme ça, qui m'ont appelé, ça s'est même pas su, ils n'avaient pas envie que ça se sache, c'était pas le but, ils devaient travailler pour eux, pour être sûr. D'arriver au moment du tournage, c'est cette vision du coaching qui est fausse, de croire qu'on va prendre la place du réal, alors qu'on est là pour préparer. C'est marrant parce que on trouve ça normal dans le sport, il y a un entraîneur. Au moment du match, l'entraîneur, il n'est pas sur le terrain avec les mecs. C'est une course du 100 mètres, Jeux Olympiques, si tu veux. Le mec, ouais, il faut qu'il ait bossé un peu avec un coach qui l'aide à... Voilà. Là, on ne pense pas que ce soit pareil. Alors, il y a un ego qui est très fort en France. Hein. Il y en a, ils n'aiment pas dire qu'ils ont bossé avec quelqu'un, sauf quand ils sont obligés. Mais alors, vous avez été flic? Alors non, j'ai pas été flic, j'ai bossé avec des flics. Ah, ok, d'accord. Anne l'a dit tout de suite, quoi. Les mecs du GIGN, elle a bossé, elle m'a raconté un jour, elle est revenue, elle était en retard à une séance. Je dis, bah alors? Elle me dit, mais non, mais c'est parce que on était dans une espèce d'usine. Oui, ils m'ont dit, trouve-nous. Ils étaient 3 ou 4 mecs, trouve-nous. Elle me dit, j'ai passé 3 heures à les chercher. Mais comment on peut penser à se planquer dans des endroits pareils, dans des positions pareilles? Elle me dit, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. J'aurais été flic, ils étaient bandits, j'étais morte. Hein. Ouais. C'est ça aussi la formation de Nikita. C'est que d'un seul coup, quand elle prend son flingue dans le restaurant, qu'elle va flinguer l'autre et qu'elle va dans la cuisine, bon, elle a une façon de... Bah, elle a appris à tenir le flingue. Il y avait 2, 3 mecs effectivement du GIGN qui s'entraînaient dans l'usine Oui. pas très loin et qui sont venus à lui expliquer comment ça se passe. Luc m'a raconté le flingue. Donc il y a quelqu'un qui est arrivé avec... Tu l'as... J'adore. Mais oui, tout le monde disait à Luc, il faut que tu prennes Adjani. Enfin, tu vois, de neuf. Enfin, tu vois, sérieusement, c'était pas possible. Non, mais comme tu l'as fait bosser dans ce bois et tout, quel rapport? De ce côté-là, je trouve qu'il était assez couillu de tenir bon face à plein de gens qui lui disaient c'est une erreur, Anne Parillo, Alain Delon, machin. Il disait non. Ouais, c'est parce que tu vis avec, rien à voir. Et il avait raison. On m'a fait le coup. Quelqu'un a dit à ma fille, oui, enfin bon, si t'es dans le film de ton père, c'est parce que c'est ton père. Souvent, on a parlé de son talent. Si elle n'avait pas de talent, mais je lui aurais dit, ne fais pas ce métier, ma minette. Ou en tout cas, j'en suis pas responsable. C'est meurtrier, je trouve ça dégueulasse de laisser autant de gamins fréquenter des cours. Je me souviens, Bruno, c'est un super peintre. Il bosse beaucoup comme peintre, il est installé à New York et tout. On était un moment sur Facebook souvent, il m'avait envoyé un mot, il me disait « Oh, qu'est-ce que tu as bien fait de me dire ça à l'époque ?» Moi, je dis « Bruno, tu te gourdes de voix, tu te trompes. Tu es du côté du créateur. Tu as besoin d'être le créateur. » Je te dis, moi, l'interprète, c'est pas le créateur. Donc là, quand tu es comédien, tu souffres, et ça se voit. Oh, il est pas content, il est parti. 5 ans qui passent. Pascal, ouais, je veux être remercié, voilà, je travaille comme peintre, machin. Tant mieux. Mais ouais, je trouve ça très important, ou certaines comédiennes qui me disent, j'arrête. Elles ont 40 ans, j'en ai marre. Je vois bien que j'ai passé l'âge d'avoir la bouille de la jeune femme. Maintenant, en tant que femme, j'ai pas la bouille qui intéresse. J'arrête. J'ai pas envie de courir le cachet, ça me gave, j'ai envie de faire d'autres choses. Mais c'est bien d'être honnête avec soi-même et de regarder ce métier en face, quoi. Au-delà de ce que tu disais de la motivation, quoi. Tout le monde dit, oh, t'es dur. Je dis non.
Je précise toujours à chaque fois, sinon il y a une autre voie. Tu t'écris ton film, tu joues dedans et tu montres à tout le monde qu'on se trompe. Tu es en train d'amener une nouvelle référence. Tant mieux, enfin, t'es ravi. On m'a proposé plein de fois de jouer. J'ai dit, mais non. Il y a plein de comédiens qui sont dans la merde. Il y en a plein de comédiens qui sont dans la merde, qui se demandent comment ils vont nourrir leurs gosses demain matin, quoi. On m'appelle pour faire le rôle d'un médecin. Mais c'est sérieux, quoi. Il y en a combien des comédiens que je connais qui ont 60 berges et qui sont capables de jouer des médecins? Stop, quoi. Ouais, mais ça aurait été sympa. Je dis, mais non, un court-métrage, ça me ferait rire. Mais un téléfilm, vous rigolez. Il y a 15 jours. Non, mais moi, je pourrais prendre le temps. Mais 15 jours de tournage, ça fait 10 000 balles pour la personne. Je dis, vous êtes des fous. Non, 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 non. Je suis peut-être un peu trop social là-dessus, mais merde, quoi. Faisons attention aux gens, quoi. Au moins dans ce métier, si on ne peut pas le faire partout, quoi. Merci bien. Avec bonheur. Impeccable. Même deux. Oui, toujours. Isabelle Nanty a dit oui pour le rôle. Là, j'attends la réponse de, j'espère, Victor Belmondo. Si Victor a dit oui, on le monte. C'est parti. Sur Les Enfants du siècle, je bossais avec Benoît Magimel. Diane m'avait demandé si je voulais bien bosser avec Benoît. Je connaissais pas Benoît. Bon, on s'est rencontrés, on a commencé à travailler. Super. Puis un jour, Diane m'appelle, elle me dit, bon, Juliette a un coach avec qui ça se passe pas bien du tout, elle est dans la merde. Je dis, bon, on se voit avec Juliette. Je dis, mais bon, peut-être que l'idéal, c'est peut-être de les faire bosser ensemble, on va peut-être gagner du temps, tu vois. Je voyais Benoît 3 fois par semaine pendant 2 heures. Juliette débarque. Elle dit, moi, Pascal, si ça ne dérange pas, moi, j'aimerais bien qu'on bosse quand même 3 jours entiers. Je préviens Diane, Curis, qui me dit, ouais, vas-y, fonce, 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 fonce. Là, bien plus, elle dit, moi, il me manque des décors, faut que je parte à Venise, j'ai pas le temps de m'occuper, vas-y, fonce. Donc là, on a commencé à bosser 3 jours par semaine. 7 heures par jour. Elle faisait pas semblant, Juliette. Hein. Quand Diane m'a appelé en me disant, Pascal, voilà, j'ai reçu un coup de téléphone de Marina Foïs qui demande si elle pourrait bosser avec toi. Tu la connais? Je dis non. Elle me dit, bon, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, bah, ça vaut la peine, c'est chouette. C'est pourquoi? Elle m'explique, un biopic, un machin. Pareil, bosseuse, quoi. Bosseuse. Moi, je m'appelle Boris Terral. Qu'est-ce qu'on a travaillé avec Boris sur le Roi Danse, sur le rôle de Lully. Oh putain, qu'est-ce qu'il bossait, quoi. Il avait très envie de travailler, il était accro. Il y en a, hein. Il y en a beaucoup moins connus, que j'ai coaché sur des téléfilms ou sur des choses comme ça, qui m'ont appelé, ça s'est même pas su, ils n'avaient pas envie que ça se sache, c'était pas le but. Ils devaient travailler pour eux, pour être sûr d'arriver au moment du tournage. C'est cette vision du coaching qui est fausse, de croire qu'on va prendre la place du réal, alors qu'on est là pour préparer. C'est marrant parce que on trouve ça normal dans le sport, il y a un entraîneur. Au moment du match, l'entraîneur, il n'est pas sur le terrain avec les mecs. C'est une course du 100 mètres, Jeux Olympiques, si tu veux. Le mec, ouais, il faut qu'il ait bossé un peu avec un coach qui l'aide à... Voilà. Là, on ne pense pas que ce soit pareil. Alors, il y a un ego qui est très fort en France. Hein. Il y en a, ils n'aiment pas dire qu'ils ont bossé avec quelqu'un, sauf quand ils sont obligés. Mais alors, vous avez été flic? Alors non, j'ai pas été flic, j'ai bossé avec des flics. Ah, ok, d'accord. Anne l'a dit tout de suite, quoi. Les mecs du GIGN, elle a bossé, elle m'a raconté un jour, elle est revenue, elle était en retard à une séance, je dis, bah alors? Elle me dit, mais non, mais c'est parce qu'on était dans une espèce d'usine. Oui, ils m'ont dit, trouve-nous. Ils étaient 3 ou 4 mecs, trouve-nous. Elle me dit, j'ai passé 3 heures à les chercher. Mais comment on peut penser à se planquer dans des endroits pareils, dans des positions pareilles? Elle me dit, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé. J'aurais été flic, ils étaient bandits, j'étais morte. Hein. Ouais. C'est ça aussi la formation de Nikita. C'est que d'un seul coup, quand elle prend son flingue dans le restaurant, qu'elle va flinguer l'autre et qu'elle va dans la cuisine, bon, elle a une façon de... Bah, elle a appris à tenir le flingue. Il y avait 2, 3 mecs, effectivement, du GIGN qui s'entraînaient dans l'usine, Oui. pas très loin, et qui sont venus lui expliquer comment ça se passe. Luc m'a raconté le flingue. Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé avec... Tu l'as... J'adore. Mais oui, tout le monde disait à Luc, il faut que tu prennes à Gianni. Tu vois, de neuf,
Enfin, tu vois, sérieusement, c'était pas possible. Non, mais comme tu l'as fait bosser dans ce bois et tout, quel rapport? De ce côté-là, je trouve qu'il était assez couillu de tenir bon face à plein de gens qui lui disaient c'est une erreur, Anne Parillo, Alain Delon, machin. Il disait non, non. Ouais, c'est parce que tu vis avec, rien à voir. Et il avait raison. Il avait raison. On m'a fait le coup. Quelqu'un a dit à ma fille, oui, enfin bon, si t'es dans le film de ton père, c'est parce que c'est ton père. Souvent, on a parlé de son talent. Si elle n'avait pas de talent, mais je lui aurais dit, ne fais pas ce métier, ma minette. Ou en tout cas, j'en suis pas responsable. C'est meurtrier. Je trouve ça dégueulasse de laisser autant de gamins fréquenter des cours. Je me souviens, Bruno, c'est un super peintre. Il bosse beaucoup comme peintre. Il est installé à New York et tout. On était un moment sur Facebook souvent. Il m'avait envoyé un mot. Il me disait, oh, qu'est-ce que tu as bien fait de me dire ça à l'époque. Moi, je dis, Bruno, tu te gourdes de voix. Tu te trompes. Tu es du côté du créateur. Tu as besoin d'être le créateur. Je te dis, moi, l'interprète, c'est pas le créateur. Donc là, quand tu es comédien, tu souffres. Et ça se voit. Oh, il est pas content, il est parti. 5 ans qui passent. Pascal, ouais, je veux être remercié. Voilà, je travaille comme peintre. Machin. Tant mieux. Mais ouais, je trouve ça très important. Ou de certaines comédiennes qui me disent, j'arrête. Elles ont 40 ans. J'en ai marre. Je vois bien que j'ai passé l'âge d'avoir la bouille de la jeune femme. Maintenant, en tant que femme, j'ai pas la bouille qui intéresse. J'arrête. J'ai pas envie de courir le cachet, ça me gave. J'ai envie de faire d'autres choses. Mais c'est bien d'être honnête avec soi-même et de regarder ce métier en face, quoi. Au-delà de ce que tu disais de la motivation, quoi. Tout le monde dit, oh, t'es dur. Je dis non. Je précise toujours à chaque fois, sinon il y a une autre voie. Tu t'écris ton film, tu joues dedans et tu montres à tout le monde qu'on se trompe. Tu es en train d'amener une nouvelle référence. Tant mieux, enfin, ravi. On m'a proposé plein de fois de jouer. J'ai dit, mais non. Il y a plein de comédiens qui sont dans la merde. Il y en a plein de comédiens qui sont dans la merde, qui se demandent comment ils vont nourrir leur gosse demain matin, quoi. On m'appelle pour faire le rôle d'un médecin. Mais c'est sérieux, quoi. Il y en a combien des comédiens que je connais qui ont 60 berges et qui sont capables de jouer des médecins? Stop, quoi. Ouais, mais ça aurait été sympa. Et je dis, mais non, un court-métrage, ça me ferait rire. Mais un téléfilm, vous rigolez. Il y a 15 jours. Non, mais moi, je pourrais prendre le temps. Mais 15 jours de tournage, ça fait 10 000 balles pour la personne. Je dis, vous êtes des fous. Non, 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 non. Je suis peut-être un peu trop socialo là-dessus, mais merde, quoi. Faisons attention aux gens, quoi. Au moins dans ce métier, si on ne peut pas le faire partout, quoi. Merci bien. Avec bonheur. Impeccable. Même deux.